Bonjour à toutes et bienvenue sur la Sportive Outdoor. Aujourd'hui, je reçois Alice Lévesque, qui est kiné, diététicienne nutritionniste et ancienne handballeuse professionnelle. C'est aussi elle qui vous écrit les articles nutrition sur la Sportive Outdoor. Alice vient témoigner aujourd'hui car elle a été dans le passé touchée par le syndrome RED-S. En français, c'est le syndrome de déficience énergétique relatif dû au sport. Et c'est un syndrome qui est encore assez méconnu, y compris chez les professionnels de santé. Et donc, j'ai trouvé important qu'elle vienne témoigner aujourd'hui pour vous en parler, pour que vous puissiez le découvrir et peut-être prendre des mesures si vous êtes touché. Bienvenue Alice. Bon, Est-ce que salut tu peux te Lorraine. présenter? Ouais, bah, comme du coup, donc moi c'est Alice Lévesque, comme tu l'as dit, hein, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille avec le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté auprès de jeunes athlètes. Je fais également des suivis en cabinet, donc je suis spécialisée dans le sport, mais aussi en micronutrition. Je suis aussi kiné depuis une dizaine d'années. Je travaille dans le domaine de la prévention en entreprise. Donc j'ai un peu la double casquette. Moitié de la semaine, j'ai le métier de kiné et puis moitié de la semaine, j'ai mon métier de nutritionniste. J'étais handballeuse professionnelle pendant plus de 10 ans. Et c'est un petit peu au cours de cette carrière que voilà que j'ai été touchée par le syndrome RED-S et c'est pour ça que j'avais à cœur d'en témoigner aujourd'hui, surtout pour plus que ça n'arrive ou que ça arrive, on va dire un petit peu moins, et puis proposer des solutions aux athlètes qui peuvent en souffrir. Et comment ça s'est passé en fait? À quel moment de ta carrière est-ce que tu as commencé à remarquer des changements ou des problèmes liés à ta santé? Alors pour resituer un petit peu, moi c'était du coup aux alentours de l'année 2015, donc ça fait bientôt presque 10 ans. Je venais d'être diplômée de kiné, du coup je me consacrais vraiment à mon activité de handballeuse professionnelle. Et en fait, je commençais un petit peu à retrouver les chemins de l'équipe de France et je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je mette des choses en place, pour pouvoir travailler sur, les facteurs de la performance, mon alimentation et cetera». Donc j'ai vraiment cherché à combler ou à cocher, on va dire, tous ces facteurs, et je me suis dit: «Bon, bah, le dernier facteur qui me manque, c'est l'alimentation». Donc j'ai commencé un peu à modifier mon alimentation et très, très vite, en fait, peut-être 2 3 mois après, j'ai commencé à sentir que j'étais au ralenti. J'avais du mal à me lever le matin, j'étais en bradycardie, enfin, j'étais à 32 pulsations, voire 28 de pulsations la nuit. J'arrivais vraiment plus à avancer, mon corps répondait plus aux entraînements, enfin je comprenais vraiment pas ce qui se passait, quoi. Ah oui, c'est vraiment hyper marqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le syndrome RED-S pour celles qui connaîtraient pas? Oui, alors en fait, c'est une faible, disponibilité énergétique qui peut être due soit à un déficit d'apport, soit à un excès d'entraînement, soit, bah, une combinaison des 2, hein. En somme, vous brûlez plus de calories que vous en consommez, vous allez augmenter un peu le risque de développer, ce syndrome, et il va avoir des conséquences nombreuses, sur la santé. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut toucher les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'on parle beaucoup des femmes avec, du coup, des dysfonctions du cycle menstruel, des choses comme ça. Mais ça peut aussi toucher les hommes, même si c'est plus rare, ça arrive. Ce qu'on peut juste dire aussi, c'est que le CIO avait sorti un consensus en 2023. Là, en 2024, un article est sorti, notamment de Asker Kendrup, qui remet un petit peu en cause et en question, enfin, pas remise en cause, mais plutôt en question le terme du syndrome RED-S, de dire, ben, non, ça se définit pas uniquement par des troubles du comportement alimentaire et une faible disponibilité énergétique. Il peut y avoir d'autres causes, comme par exemple la santé mentale, l'immunité, des problèmes de sommeil, des choses comme ça qui peuvent concourir à tomber dans ce RED-S. Donc aujourd'hui, dire RED-S, ça paraît réducteur. Je pense que le terme va changer d'ici quelques années, parce que on peut pas se dire que c'est que cette faible disponibilité énergétique qui va nous produire tous ces symptômes. Donc le panel de symptômes qu'on peut citer, il est très très large, hein. Ça peut aller des perturbations de sommeil comme des problèmes osseux, l'ostéoporose précoce. Il peut y avoir une réduction de la masse musculaire ou une difficulté de prise de masse musculaire, des troubles cardiovasculaires, des troubles de l'immunité, à long terme des troubles de la fertilité, voilà, et j'en passe. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large, et je pense que quand on bosse dans la santé, qu'on est professionnel de la santé, on a notamment spécialisé dans le sport, il faut absolument qu'on réussisse à dépister le plus vite possible chez les athlètes, dès qu'il y a un symptôme qui nous met un petit peu la puce à l'oreille, de dire bah tiens, je vais aller chercher un peu plus loin, voir un peu ce qui se passe et ce qui se produit, parce que une fois que c'est installé, c'est difficile d'en sortir.
personnellement, j'accompagne aujourd'hui des jeunes athlètes qui souffrent, qui n'ont plus leurs règles depuis des années, qui sont en permanence blessés, qui ne peuvent plus retrouver les chemins de la compétition et qui vivent qui sont dans un torrent émotionnel terrible parce que du coup elles s'entraînent plus, elles sont frustrées et on leur demande en plus de pas s'entraîner et de manger plus et c'est difficile, c'est très très difficile pour elles et on met beaucoup de temps, des mois voire des années à retrouver le chemin de la compétition et surtout les chemins d'une bonne santé. Donc vraiment, s'il y a des signes avant-coureurs, il faut se faire accompagner, il faut en parler à des professionnels de santé compétents. Voilà. Ouais, effectivement. Et tu parlais de l'arrêt des règles. Est-ce que c'est un peu le symptôme où s'il y a ça, directement, ça doit alerter? Ça doit alerter, pas forcément pour se dire tout de suite il y a un REDS, mais l'arrêt des règles, clairement, il est pas normal. Ou même un des cycles qui dure en fait au-delà de 34 jours. On sait qu'aujourd'hui c'est un cycle qui est trop long et ça donne des indications. Alors ça veut pas forcément dire qu'on est dans un REDS, ça veut juste dire qu'il se passe quelque chose. Ça peut expliquer justement une surcharge d'entraînement, il peut y avoir un surentraînement, il peut y avoir d'autres facteurs associés. Effectivement, des problèmes de troubles du comportement alimentaire, ce qu'on retrouve fréquemment aussi chez les jeunes sportifs. Donc ça doit alerter à un moment donné. Il faut se dire voilà, tiens, mes règles, ça a changé, je vais en parler et surtout j'ai envie aussi de préciser quelque chose, c'est de dire que la pilule n'est pas une solution. C'est pas de dire oui, bah tiens, j'ai plus mes règles, ou alors j'ai mes règles trop régulièrement, trop abondamment, avec des douleurs. Tiens, je vais prendre la pilule et pour stopper tout ça. Non, la pilule n'est pas une solution. Il y en a d'autres des solutions, comme passer par de la biologie fonctionnelle, c'est-à-dire faire d'abord des dosages hormonaux, comprendre vraiment ce qui se passe, et après, que ce soit dans l'assiette ou dans la partie complément alimentaire en micronutrition, il y a plein de choses à faire pour réguler ces problèmes-là. Donc avant de se dire bon on va prendre une contraception pour réguler les cycles, ça aussi c'est quelque chose dont je parle beaucoup, mais c'est important. Ouais, c'est super important. Et est-ce que, à l'inverse, si on continue à avoir ces règles normalement, est-ce qu'il peut quand même y avoir un REDS? Ou est-ce que c'est vraiment c'est toujours associé à ça ou pas? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça peut toucher les hommes aussi, c'est pas Ouais. forcément un symptôme c'est pas le seul symptôme et c'est pas parce qu'on continue à avoir ces règles de manière tout à fait normale qu'on n'est pas touché par un REDS. De la même façon qu'à une époque, on a pu penser que c'était souvent des personnes qui étaient trop maigres ou trop minces qui pouvaient être touchées par cela. Aujourd'hui, on sait que des personnes avec un IMC tout à fait normal dans la norme, hein, peuvent être touchés aussi par le syndrome REDS. C'est pour ça qu'en fait, il faut tenir compte de toutes les causes, de tout ce panel de causes possibles, en fait. Ouais, c'est vraiment multifactoriel et il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Donc C'est quelque ça. part, faut un peu l'avoir en tête et y penser Oui. pour explorer au cas où, quoi. Quand j'ai une athlète qui vient me consulter en me disant bah j'ai plus mes règles depuis 6 mois et puis bah j'ai du mal à manger, à m'alimenter, bah forcément là on va aller là-dedans tout de suite. Quand il y a pas l'arrêt des règles, quand faut y aller un peu plus finement, ça peut prendre un peu plus de temps sur le dépistage effectivement. Et dans ton cas, est-ce que tu avais été diagnostiquée rapidement ou est-ce que ça avait pris du temps avant de comprendre ce qui se passait? Alors, tu m'as dit tout à l'heure, un petit peu en off, que tu avais eu, un discours, de quelqu'un qui t'avait dit que même un médecin du sport aujourd'hui n'avait pas connaissance du REDS. Mmh. Donc imagine 10 ans en arrière, ce que ça devait être. Donc non, clairement pour te dire, en fait, j'ai jamais été diagnostiquée REDS. Je me suis entre guillemets «un peu auto-diagnostiquée» et ça me paraît une évidence quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Moi, si tu veux, au début, j'étais diagnostiquée dans la bonne case de ah bah tiens, elle est en surentraînement, puis si elle peut tendre vers un petit peu le côté burn-out, ça nous va bien. Tiens, il doit y avoir un truc mental qui doit se tramer là derrière. Parce qu'en fait, sur le côté mental, c'est vrai que même moi, je me suis dit ça doit être ça. Dès que je mettais les pieds dans une salle de handball, je me mettais à pleurer. Alors que il se passait rien. Je rentrais dans la salle, en fait, j'avais un truc qui me montait et qui m'oppressait. Il fallait que je sorte de là. Je pouvais plus aller voir les matchs. Enfin, ça a été très complexe. Donc même moi, je me suis dit bah tiens, en fait, t'es en train de faire un truc un peu burn-out, t'en peux plus, t'en peux plus du handball, t'en peux plus de manger, dormir, respirer handball, et il faut que tu coupes. Et moi aussi, je m'étais dit que c'était ça en fait. Donc ça a pris beaucoup de temps avant que je comprenne ce qui m'était réellement arrivé. Et comment ça s'est passé? Parce que, enfin, du coup, t'avais pas, à ce moment-là, t'as pas un médecin qui t'a accompagné pour essayer de surmonter ça. Comment, en fait, ça s'est passé pour que t'arrives à guérir? Parce qu'à l'époque, est-ce que t'as réussi à identifier le truc et qu'au final, bah, c'est toi-même qui as mis en place des mesures, ce qui est quand même pas simple?
Ou est-ce que quand même tu as été accompagné, même s'ils n'avaient pas mis le terme REDS, ils t'ont quand même accompagné pour que ça aille mieux? Bah, en fait, ils m'ont accompagnée pour faire les bilans. Si tu veux, au début, j'ai fait pas mal de bilans. J'avais un holter, pendant 48 heures, pour prendre vraiment, ma tension, mes pulsations cardiaques, au repos la nuit. C'est là qu'on avait vu que j'étais vraiment descendue très, très bas sur mes pulses, que tout mon corps fonctionnait en ralenti. J'ai fait toute une batterie d'examens avec des prises de sang, des choses comme ça et en fait, rien n'en était ressorti. En fait, tout allait bien. J'ai même fait une épreuve d'effort. Voilà, il y avait rien au niveau cardio, voilà, tout allait très bien. Et donc la seule chose qu'on m'a proposé, c'est ben va voir un psy et puis arrête l'entraînement pendant quelques mois, puis ça ira mieux. Donc j'ai arrêté pendant 2 mois quasiment de m'entraîner et en fait j'ai repris par un stage, je me souviens en équipe de France en Corse et j'avais aucune envie d'aller à ce stage. Alors heureusement que c'était en Corse avec du soleil, mais franchement je prenais aucun plaisir à m'entraîner, sauf que ben, enfin, t'oses pas le dire parce que en soi, c'est quoi le but d'un athlète professionnel? C'est d'être en équipe de France, d'être en sélection nationale. Donc, attends, tu veux quoi? Déjà, t'es en équipe nationale et en plus tu te plains, t'as pas envie d'être là, mais en fait, donc c'est très complexe parce que vu de l'extérieur, ça peut paraître, enfin, ça peut être difficilement compréhensible, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est juste horrible parce que d'une, on vit ses symptômes et on vit ses difficultés, que ce soit physique ou mentale, et en plus de ça, personne ne nous propose quelque chose, on n'est pas accompagné, on nous laisse comme ça. Donc, du coup, j'ai fait mon stage en équipe de France, puis après j'ai changé de club, je suis partie à Metz donc qui est quand même un des plus grands clubs du championnat de France sur le handball féminin avec de nombreux titres. Donc un gros challenge aussi pour moi, changer de club, etc. Et en fait, du mois de août à novembre, tous les soirs, je rentrais de l'entraînement en pleurant. J'en ai parlé à personne, je disais rien, enfin juste mon entourage qui était au courant et qui me soutenait heureusement. Mais je veux dire, autour de moi, coéquipière, entraîneur, personne ne savait. Donc ouais, ça a été très dur et en fait, je pense que c'est l'élément un peu déclencheur qui m'a fait me dire: «Il faut que tu t'intéresses à l'alimentation». Puis j'ai commencé à lire plein de trucs et j'ai surtout rencontré Anthony Berthoud à l'époque qui est formateur sur le domaine de la micronutrition, qui était, nutritionniste sur les équipes de France triathlon, qui, m'a beaucoup aidé en fait, notamment parce que j'avais des gros troubles digestifs, qui m'a beaucoup aidé sur la partie digestive, qui a pas forcément mis le point tout de suite sur le RED-S et c'est quand je suis allée en formation avec lui, où on a commencé à aborder le RED-S et là j'ai dit: «Mais attends, tu es en train de cocher toutes les cases. Oui, tu as donc j'avais mis moi à l'époque pour te faire la petite histoire pour que les gens comprennent bien, c'est que j'avais été suivie par une personne du domaine de la micronutrition sur Bordeaux du coup et qui m'avait demandé d'arrêter toutes les sources de sucre. Donc que ce soit effectivement les féculents, mais toutes les sources de glucides et même ça allait jusqu'aux carottes, à la betterave, tu vois même les légumes un peu au goût sucré. J'avais tout arrêté, sauf que moi j'avais aucune connaissance. Bah, ça avait marché sur d'autres sportifs. Je me suis dit: «Bah, pourquoi ça marcherait pas sur moi? Je vais m'affûter». Alors oui, clairement, je me suis affûtée très, très rapidement, sauf qu'à tous les Donc ça, c'est entraînements, plus de l'affûtage, en fait. C'est bah, c'est juste franchement, du danger, quoi. c'est ça et donc en fait, il me laissait un joker par semaine en me disant: «Bah, une fois par semaine, tu peux manger un peu de sucre et tout», mais en fait, j'étais dans un truc où dès que je voyais du sucre, c'était horrible. Je me gavais tellement j'en avais besoin. J'étais à Hallucinant. l'entraînement, je voyais des étoiles et en fait, tu peux imaginer qu'au bout de même pas 2 mois, tout s'est ralenti et effectivement, il y a eu d'abord ce ralentissement cardiaque et au niveau mental, puis après il y a eu l'arrêt des règles. Donc j'ai plus eu mes règles pendant 6 mois suite à ça. Mais donc le Donc en point fait, de quand je départ, c'était ce changement de nutrition, en fait? ah bah clairement, j'avais Ah oui, jamais donc eu de tu troubles, tu arrêté les glucides et tu j'avais tombé jamais eu de malade, troubles concrètement. alimentaires avant. En fait, j'ai arrêté de manger enfin je veux dire, je m'entraînais 2 fois par jour, je mangeais quasiment plus aucun féculent. C'était pas juste pas tenable en fait. C'est complètement fou, hein. C'est complètement fou. Donc oui, et en fait, ce qui est le plus frustrant aujourd'hui pour moi qui bosse maintenant dans le domaine, c'est de dire: «Mais pourquoi je l'ai écouté en fait? Pourquoi j'ai écouté une personne comme ça?» Mais bon, bah, de toute façon, c'est les dangers quand on tombe sur quelqu'un qui est, ben, mal formé ou peu Mmh. formé et qui du coup, ben, nous fait faire des choses, C'est ça qui est bah, compliqué parce qu'à la base, tu es quand même allé voir quelqu'un qui était censé être professionnel, en tout cas c'est qui en ça. avait le titre et Bah, il du en coup, avait on le a titre et tendance à puis, faire confiance et à se dire: «Ah bah non, c'est bon, il doit avoir raison», mmh, mais c'est mais ça. pas forcément. Il y a des bons et des mauvais professionnels, comme dans toutes les C'est professions. Exactement. Donc tu vois, si tu veux, les symptômes, je les ai tous eus parce qu'après j'ai aussi fait un bilan au niveau osseux et Mmh. je veux dire à 25 ans, j'étais en situation d'ostéoporose précoce. Donc C'est ça aussi, ouais, je pense qu'il faut expliquer, c'est que ça a des conséquences,
enfin, très importantes et qui sont pas faciles ensuite à contrebalancer, quoi. C'est ça. Et heureusement, je pense que j'avais quand même une bonne hygiène de vie et que j'ai réussi quand même à assez vite contrebalancer la chose parce que du coup, ce régime alimentaire, je l'ai tenu 4 mois. Puis j'ai vite, de toute façon, je sentais que mon corps, il en pouvait plus, donc j'ai vite rechangé. Par exemple, les règles, j'ai mis quasiment 1 an à retrouver des cycles, juste revoir mes règles. Donc j'étais passée par une phase où j'avais plus du tout de règles et après j'ai eu des règles très abondantes pendant 2 voire 3 mois de suite. Donc là aussi, ça a été compliqué. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que 10 ans après, je n'ai pas retrouvé des cycles menstruels réguliers. Ils sont, enfin, ils sont si réguliers, mais ils sont longs. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 40 jours. Et c'est encore difficile pour retrouver quelque chose. Donc dis-toi, tu vois, ça a duré 4 mois, le régime alimentaire, puis derrière, on va dire 6 mois pas de règles, plus derrière encore le fait d'avoir beaucoup ces règles. Donc t'imagines des filles qui me disent aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elles ont plus leurs règles. Ça prend énormément de temps en fait, et derrière, on rame beaucoup pour retrouver une situation, on va dire, à la norme. Ouais, d'où l'importance de vraiment faire de la prévention pour surtout éviter de tomber dedans, parce qu'après, une fois que ça a démarré, c'est vraiment compliqué, quoi. Je me rendais pas compte que ça pouvait avoir un impact aussi long terme. Enfin, je savais que c'était assez long, mais c'est vrai que 10 ans après, Mm. alors que ça a duré que 4 mois entre guillemets, c'est fou, quoi. Bah, sur les cycles menstruels, ouais, c'est très, très compliqué de revenir à quelque chose de normal. Il y a des phases où des fois, il y a des mois, tiens, je me dis: «Oh cool, c'est revenu à 28, 30 jours», puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, c'est de nouveau 40 jours. Alors après, je sais, j'ai pas voilà, moi, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Maintenant, je fais de la course à pied, donc je sais aussi que quand je fais beaucoup, beaucoup de course à pied et que je m'entraîne énormément, que je suis en prépa, d'un trail ou d'un marathon, bah, effectivement, ça va reperturber un peu le cycle, ça, je le sais. Donc j'essaye d'y faire vraiment attention parce que on sait derrière que ça entraîne d'autres, vraiment d'autres problématiques, quoi. Notamment sur, comme on l'a dit, sur les troubles osseux, les troubles cardiovasculaires, la thyroïde, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment important de garder ça en tête. Ouais, totalement. Et comment t'avais fait donc à cette époque-là, donc t'étais toujours handballeuse professionnelle, tu as réadapté donc ton alimentation une fois que t'as compris en fait ce dont il s'agissait, et au fur et à mesure, tu t'es senti quand même mieux rapidement, ou est-ce que juste au quotidien en fait ça a aussi pris beaucoup de temps de se sentir mieux? Ouais, du coup, j'ai réadapté l'alimentation tout simplement parce que mon corps n'en pouvait plus. Donc je l'ai fait, si tu veux, sans comprendre trop ce qui se passait. Donc je l'ai vraiment fait naturellement en écoutant mon corps et mes sensations de faim, quoi. J'avais faim, je mangeais et voilà. Et puis du coup, après j'ai été accompagnée par Anthony, donc par Anthony Berthoud, du coup, donc là, ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre, les besoins que j'avais parce qu'au-delà des symptômes dont je t'ai parlé, j'avais vraiment aussi des troubles de la perméabilité intestinale et une grosse dysbiose. On sait que ça peut avoir un impact sur microbiote et perméabilité intestinale et on a dû, prendre ça en charge et traiter ça. Donc ça a été aussi quasiment 6 semaines où j'avais dû arrêter un peu le gluten, les produits laitiers, pour pouvoir les reprendre bien entendu après. Mais ça a été, c'était quelque chose qui déclenchait un peu les inflammations à l'époque. Donc c'est des choses que j'avais dû faire, même d'autres choses, hein, que j'avais dû mettre en place pendant un court temps pour pouvoir remanger normalement. Et après, ben effectivement sur l'année après, j'ai pu remanger à peu près normalement et surtout en fonction de mes besoins, et des entraînements que j'avais, quoi. Ouais, ah, c'est incroyable. Et comment est-ce que du coup après tu as repris en fait enfin tu as continué plutôt ta carrière de handballeuse, ou est-ce que à ce moment-là tu t'es arrêtée? Bah, comme je t'ai dit, j'avais coupé donc pendant 2 mois, puis Ouais. après, bah, il y a eu ce début de période à Metz où ça a été très difficile et en fait, ça a été en janvier 2016 où vraiment je me suis posé la question de dire, «Bah, en fait, j'arrête, j'en peux plus. Je vais arrêter le handball», et heureusement, j'avais mon entourage et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue et qui m'a clairement dit: «Écoute, là, tu es face à 2 chemins, tu as 2 choix. C'est soit clairement tu dis: "Ben, j'arrête maintenant là-dessus"». Heu Entre guillemets, «je risque de regretter», soit, tu te mets à fond et tu passes le cap et entre guillemets, «tu t'endurcis», tu passes le cap et tu vas au bout des choses, tu finis ta saison et tu vois ce qu'il en est. Et en fait, je me suis dit: «Ouais, je pense que j'ai encore des choses à faire dans le handball, je peux pas arrêter là-dessus, c'est pas possible». Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le handball finalement, parce que, tu vois, j'avais un peu tout mélangé, je pense aussi, Mmh. et le problème, c'était pas le handball, c'était juste ma santé physique et effectivement mon bien-être mental.
Et j'ai remonté la pente. Donc après, à côté de ça, je me suis beaucoup documentée aussi sur de la prépa mentale et je me suis pas forcément fait accompagner. J'ai bossé un peu toute seule. J'ai bossé aussi beaucoup en méditation, en cohérence cardiaque. Ça a été des choses qui ont été très bénéfiques pour moi. Et j'ai fini ma saison à Metz. Alors ça a été une saison très compliquée. Mais en fait, vu ce que j'avais vécu avant, c'est pas illogique. Et je suis revenue sur Besançon pour terminer ma carrière. Et en fait, j'ai pu rejouer pendant 4 ans où j'ai pris un kiff pas possible. Et franchement, je suis trop contente Ah, d'avoir c'est génial d'avoir ce de retour. ouais, de pas avoir arrêté là-dessus. Mais franchement, c'est tellement bien parce qu'en fait, quand on arrête, c'est tellement dur que d'avoir pu jouer 4 ans et surtout m'éclater, me régaler. Franchement, j'avais une super équipe, j'avais des entraîneurs au top. Donc non, clairement, j'ai pu vivre 4 années où je me suis fait plaisir et où je me suis surtout dit, ben non, en fait, le problème, ce venait pas du handball, en fait. Ouais, ce qui est quand même hyper important, quoi. T'as vraiment retrouvé le plaisir. En même Ah temps, bah c'est vrai que quand on se sent pas bien, en général, on n'a pas envie de faire grand-chose. Donc, d'autant moins, j'imagine, une carrière comme ça. Enfin, ça demande beaucoup d'efforts à la base. Donc, si on n'est pas bien dans son corps, c'est vraiment compliqué. Et tu parlais de ton entourage. Est-ce qu'ils t'ont aidé aussi? Donc, ils t'ont beaucoup aidé à prendre cette décision. Mais est-ce qu'ils t'ont aidé aussi dans la prise de conscience, en fait? Même par exemple, ça peut être tes amis, ta famille, mais aussi tes entraîneurs à l'époque, la prise de conscience du fait qu'il y avait un souci et aussi dans la guérison ou pas spécialement? Non, parce que je pense que, alors dans la guérison, pas forcément. Ils m'ont plusieurs fois poussé à me dire: «Ah, faudrait peut-être que tu te fasses accompagner effectivement par, peut-être un psychologue ou un prépa mental, ça pourrait t'aider». Après sur le reste, comme c'est tellement peu connu, en fait, je pense qu'ils ont pas non plus mesuré l'impact, en fait, de tout ça. Eux, ils s'étaient aussi arrêtés, je pense, au diagnostic un peu médical, de dire: «Bon, bah, voilà, oui, il y a un surentraînement, ça va passer avec le temps et puis, ça ira mieux». Et tu vois, même quand je l'explique encore aujourd'hui, dans auprès de l'entourage ou d'un public, peu aver enfin, pas peu averti, mais qui a pas connaissance de tout ça, ils ont encore du mal à comprendre en fait vraiment ce qui a pu se produire et à vraiment se rendre compte aussi de l'impact en fait sur la santé. Tu vois, même si ils l'ont vu chez moi, mais je pense que ils ont pas réussi à vraiment tout bien identifier et tout comprendre. Donc je te dis, ils ont été présents pour moi, mais après sur tout le reste, le cheminement de la guérison, j'ai un peu fait Mmh. mon auto chemin. Ouais, Voilà. félicitations, c'était quand même pas évident. Avec maintenant que tu as du recul, du coup, là, c'était il y a 10 ans maintenant. Quelles leçons est-ce que tu as tirées de cette expérience, tant sur le plan personnel que sportif? Et ben, personnel, c'est de pas for surtout envers des professionnels de santé, beaucoup plus de méfiance clairement et de me dire: «Bon, bah, ne pas mettre des choses, en place, n'importe comment, voilà, en fonction de ce qu'on nous aura dit». Mais tu vois, ça m'a quand même fait beaucoup grandir. C'est aussi ça qui m'a plongée dans la nutrition aujourd'hui. Je pense que les échecs font grandir et on s'en rend pas compte sur le moment, mais après, enfin, c'est pas les échecs ou les difficultés de la vie, j'ai envie de dire, Mmh. parce que tu as l'impression de gravir une montagne et puis derrière, une fois que tu as passé le cap, finalement ça roule un peu plus et puis voilà, moi j'en suis ressortie grandie personnellement, ça c'est une certitude. Même si abîmée un peu physiquement, mais du coup, je me suis aussi, j'ai aussi travaillé sur mon développement personnel, sur ma prépa mentale et ça a été des choses qui me servent aujourd'hui dans la vie, que ce soit, dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien du travail et cetera. Sur le plan sportif, ben, ça me met toujours l'alerte en me disant: «Bah, attention» parce que quand tu cours trop et que tu cherches effectivement la performance, on peut toujours un petit peu, on est sur la corde, hein, même, quand on le sait, on peut vite tomber dans quelque chose, où on se fait pas forcément que du bien. Donc ça me met des petits signaux d'alerte en tout cas et je commence à les connaître. Donc j'essaie de prendre plus soin de moi, de faire attention. Bah, justement, j'ai refait un peu de la biologie fonctionnelle où j'ai fait des gros bilans pour un peu être sûr qu'il y a pas trop de carences et voilà, il y a encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille aujourd'hui, mais tu vois, ça laisse des traces quand même, hein, derrière ça, j'ai quand même eu, un déclencheur, de troubles de comportement alimentaire pendant quelques années, donc alors que j'en avais pas avant et ça laisse quand même des grosses traces, à vie, j'ai envie de dire.
Mais voilà, on essaye de faire avec et d'affronter le quotidien et surtout, hein, c'est une fois qu'on l'a vécu, c'est de dire: «Ben, non, faut pas que ça arrive aux autres, clairement pas». Donc ça me permet peut-être aussi un peu de mieux identifier, même si bien sûr, hein, d'un individu à l'autre, les symptômes seront pas les mêmes et les causes ne seront pas les mêmes. On est tous différents, on fait des sports différents, mais ça me permet quand même, je pense aussi, de mieux comprendre les gens qui en parlent aujourd'hui. Ouais, c'est certain. Et en parlant de ça, quels conseils est-ce que tu donnerais à des femmes, bah, pour éviter de tomber dans ce syndrome RED-S, en fait? Bah, déjà de mettre en place un suivi de leur cycle menstruel, ça c'est sûr, c'est le premier truc, peut-être avec une application, des choses pour voir un petit peu, de se questionner, d'aller lire, de s'intéresser un petit peu au sujet, de se questionner quand elles sentent, qu'il y a une, baisse de performance, qu'elles ont un peu des troubles du comportement alimentaire. Alors c'est pas obligé d'être que ce soit des troubles jusqu'à de l'anorexie ou de la boulimie, des choses comme ça peut être juste, de l'éviction de certains groupes alimentaires. Mmh. Ce que je retrouve fréquemment quand même, hein, c'est l'éviction des féculents hein, chez les sportifs. Donc il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, ben, moi là, j'ai pas de dépenses énergétiques, du coup, ben, ça sert à rien, je mange pas de féculents, je mange, des protéines, des légumes, ça me suffit». Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille aussi de vous dire: «Non, c'est pas tout à fait normal». Des problèmes au niveau de votre sommeil ou de l'immunité, par exemple, vous tombez facilement malade, dès que vous faites un gros entraînement ou quelque chose, vous êtes tout le temps malade. Enfin, tous ces symptômes doivent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et de vous dire: «Ben, attention, il peut se passer quelque chose». Je suis pas en train de dire qu'il y a forcément quelque chose, mais il peut, et à ce moment-là, vous faire accompagner, justement pour investiguer un peu plus loin, comprendre ce qui se passe et Mmh. surtout ne pas laisser traîner, quoi. Et peut-être ne pas hésiter à demander plusieurs avis. Si par exemple on a un Ouais. médecin de famille, mais qui est pas du tout sensible au sujet, peut-être aller consulter quelqu'un d'autre. Ce qu'on disait au Oui, oui. départ, il y a encore pas mal de même de médecins quoi, Mmh. qui en fait, connaissent pas vraiment ça. Et du coup, pour éviter de partir complètement dans une autre direction, peut-être au moins demander plusieurs avis bah, pour être sûr, Ça quoi. c'est une certitude de voilà, enfin, demandez plusieurs avis même si, vous avez confiance en cette personne, mais si au fond de vous, vous êtes persuadé qu'il y a plus et qu'il y a autre chose à aller chercher, mais voilà, essayez de trouver la personne qui va au moins pouvoir vous orienter. Alors ça peut être effectivement un médecin du sport qui s'il connaît le REDES ou s'il le connaît pas, peut-être vous orienter vers un autre professionnel de santé. Ça peut être un diététicien, ça peut être effectivement quelqu'un de spécialisé, en micronutrition. Il y a des gynécologues aussi qui s'y connaissent quand même dans le domaine, donc essayez d'aller creuser si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose, de plus à aller chercher. Eh bien, merci beaucoup. On va finir, sur ce message-là. Faites attention aux moindres signes et n'hésitez pas à prendre plusieurs avis. Merci beaucoup Alice pour ton témoignage. J'espère que ça pourra aider des femmes. Faut vraiment parler de ce fichu syndrome RED-S. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt, au revoir.